comment est-ce que vous êtes devenu volontaire? Ça s'est passé progressivement. J'ai juste commencé à aider. D'abord, c'était apporter mon aide. Et après, j'ai créé le site web. Après, c'était moi qui organisais les journées pour la récolte des vêtements. C'était moi qui organisais les journées pour récolter les livres. Plus tard, c'était moi qui devais appeler British Airways pour demander si on pouvait, s'ils pouvaient les emporter. Et avec ma mère, on a négocié. La dernière fois, ils ont emporté 900 kilos pour nous, gratuitement. Alors, c'est juste progressivement ça que j'ai commencé à passer plus en plus de temps. Et maintenant, c'est presque un travail à plein temps. As it happened that one afternoon, I took time off my studies and was reading everything on the notice board in the Department of Political Science at the University of Austin, Texas. Then I saw this piece of advert which called for individuals to respond to serve as United Nations volunteers in post-conflict situations and to respond to humanitarian assistance in crisis countries, as well as provide support to poverty alleviation programs. It was then I made a photocopy of that advert, went home and sent my CV to the Bonn office of United Nations Volunteers. That was the beginning. And they got in touch with you? It was after 1 year that they sent me a note asking me to fill up the personal history statement form again, which I did. Then, 2 months after, I received a call. And you were in Vienna? No? I was still in Austin, Texas. In the in US. Texas always? Yes. Yeah. So it was kind of a morning call, given the time difference. And I was offered an assignment as a community facilitator on a peace building program in Tajikistan. So what was your first reaction? Well, my first reaction that morning was, Tajiki what? And it was a long pause on the other side of the line. And the lady came back politely and said, I mean Tajikistan, one of the former republics of the Soviet Union and now an independent country, which is having a civil war. So I responded by requesting for a couple more days to consult my family whether this offer should be accepted or not. The real reason, however, was that I wanted to investigate more about the country and the situation out there. Quelles ont été vos difficultés ou les moments les plus difficiles, par exemple de cette mission donc avec les coopératives de pêche de femmes? Avec les coopératives de femmes de pêche, avec les coopératives de femmes de pêcheurs, le moment le plus difficile c'était à mon arrivée. Quand je suis arrivé, le programme n'était pas, à mon avis, bien étudié. Il y avait des études préalables que je jugeais préalables à notre action qui n'avaient pas été faites. Donc ça ralentit un peu le démarrage du projet. Les conditions matérielles sur le terrain y ont été difficiles parce que moi je devais aller habiter dans un village où toutes les conditions matérielles n'étaient pas remplies. Pour vous donner un exemple, rien que pour faire le marché, je devais aller dans la capitale à 80 km de là pour faire le marché, juste pour trouver de quoi manger. Je pouvais presque rien acheter localement. Localement, j'avais du poisson, oui, il y en avait beaucoup. Mais c'était tout. Et je n'avais pas de moyen de déplacement. Donc, il a fallu me battre énormément pour avoir un moyen de déplacement. Je devais travailler aussi dans plusieurs villages. Il a fallu me battre aussi pour avoir un moyen de déplacement. Ce que je trouvais ridicule parce que je devais quand même me déplacer pour y aller. Donc il y a des petits problèmes comme ça. Bon, et puis surtout ce qui m'a fait mal, c'est le démarrage du projet parce que pendant 6 mois quasiment, je n'ai rien fait.
parce qu'il y avait beaucoup de choses préalables qui n'avaient pas été faites. Les coopératives qu'on devait encadrer n'étaient pas créées, donc il fallait les créer nous-mêmes. Et les créer nous-mêmes, c'est très dangereux, parce que quand vous arrivez avec une aide étrangère et vous dites aux gens, vous vous regroupez en coopérative et puis nous sommes là avec l'aide, vous n'êtes pas sûr qu'ils se regroupent vraiment parce qu'ils sont convaincus qu'ils doivent regrouper leurs forces ou qu'ils se regroupent parce qu'il y a une aide qui va arriver. Alors c'est là le grand danger et on a pris beaucoup de temps pour observer qui vraiment était prêt à se regrouper pour le travail et non pas pour avoir de l'aide. Donc ça aurait été mieux si on avait trouvé des coopératives qui étaient là, déjà convaincues, qui étaient en difficulté et intervenir sur ces difficultés-là au lieu d'être là avec l'aide d'abord et demander aux gens de se regrouper alors qu'ils voyaient l'aide devant eux. Ça fausse tout. Et 6 mois, ça devait être difficile de rester 6 mois en ne pouvant pas faire ce qu'on voulait faire, non? Sur un plan moral. C'est déprimant. Il faut être fort moralement pour le soutenir. Il faut être fort, mais disons que moi, j'ai pu utiliser mes 6 mois comme il faut parce que j'étais dans ce village-là. Alors j'ai mis mes 6 mois à profit pour connaître le milieu. I think there are many difficulties that we had. First of all, you arrive there, you start working for the mission, and you don't have the tools. You don't know the country. Even if I was there before my assignment as UMV, but you don't know the country really well. Let's say, but there are many difficulties. But the main one I would like to stress here was the cultural difference. It's so important to be in the attitude to listen, to learn. I mean, you are not there in a mission as UMV because you know more, or because you are better in doing something. I mean, you are just there to facilitate people, to help people help themselves, and that's the most important. I saw in many occasions, myself or some of my colleagues, like having even involuntarily some attitude, like saying we are here to save the world and we know better things better, and this is not true. I mean, you can actually have a positive impact only when you understand that you are learning, and you have to start learning before giving any help. Je me suis servi beaucoup des expériences que j'ai eues ailleurs. J'avais eu des expériences dans les domaines de commercialisation du poisson dans le pays où j'étais, au Burundi, mais j'avais fait aussi une formation en France, où j'ai même fait des stages dans des entreprises françaises, dans des usines de traitement du poisson en France. Donc je me suis servi de tout ça pour leur apporter quelque chose. Donc en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on avait vraiment tenu compte de vos compétences pour vous mettre à ce poste. Tout à fait, je me sentais tout à fait dans mon milieu. À part qu'arrivé là-bas, je ne me suis pas occupé que du côté technique du poisson. J'ai dû m'occuper également de tout l'aspect de création de coopératives. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur place que je ne connaissais pas. C'est vraiment un investissement personnel parce qu'on se sent aussi frustré. Quand on est au bureau, on doit suivre un plan. Et même si on pense que le plan ne marche pas, si la majorité pense que ça va marcher comme ça, il y a des gens qui n'ont même pas passé beaucoup de temps dans notre pays, qui sont des consultants, et c'est eux qui te disent quoi faire. Alors on se sent un petit peu frustré parce qu'on sent qu'on a quelque chose d'autre à apporter parce que nous, on vient du pays, on sait exactement ce qui se passe là-bas. Alors j'ai senti qu'il fallait vraiment de trouver un moyen d'utiliser mon savoir à moi et aussi mes expériences personnelles pour faire du volontariat. Confondre les statuts avec les compétences, c'est-à-dire que pour moi, quand on est volontaire des Nations Unies, ça veut dire qu'on accepte de travailler bénévolement. Ça ne préjuge pas de la compétence de la personne. Un expert des Nations Unies peut bien retourner être volontaire à sa retraite en disant « bon, j'ai du temps à donner, je vais être volontaire ». Ou bien, alors que là, vous êtes volontaire, il y avait des gens qui avaient un préjugé sur vous et qui se disaient, bon, s'il est volontaire, c'est qu'il ne peut rien faire d'autre, c'est qu'il ne pouvait pas avoir un statut d'expert, c'est qu'il ne pouvait pas avoir un contrat plus intéressant, ou c'est qu'il était chômeur chez lui, ou des préjugés pareils. Au Guatemala, il a eu 36 ans de guerre.
le gouvernement et la guérilla, donc les troupes irrégulières, ont arrivé à des accords de paix et ils ont invité les Nations Unies à vérifier les accords de paix. Il y avait des accords de paix sur le respect des droits de l'homme, sur les droits indigènes, les droits socio-économiques, sur le désarmement et tout ça. La mission de paix au Guatemala était relativement une petite mission. Il y avait 300 personnes internationales qui travaillaient dedans, dont 125 volontaires des Nations Unies. Ils étaient assignés à des petits bureaux de terrain où ils devraient, dans la région, vérifier le respect pour les droits de l'homme, le respect pour les droits indigènes, voir que les policiers vraiment se limitaient à faire un travail de police, voir que les militaires vraiment se limitaient à un travail de militaire, vérifier que les femmes qui voulaient aller à l'école, les femmes indigènes, pourraient y aller avec leur tenue originelle. Il y avait un tas de choses qui étaient stipulées dans les accords de paix et qui devraient être vérifiées sur le terrain. Donc de nouveau, des gens qui savent de qui se parle, donc des avocats, des économistes, des travailleurs sociaux, mais avec l'esprit d'aller dans le terrain, dans la boue, dans la montagne, aller voir la réalité et voir si la réalité est vraiment accord à les accords de paix. Le Sénégal et la Mauritanie ont eu des problèmes frontaliers qui ont causé, ma foi, des événements tristes et malheureux. Il y a eu des tueries des deux côtés et ça jouait sur les projets. Et ce qui a motivé d'ailleurs, ce qui a fait d'ailleurs que la plupart sont revenus au siège. Et vous, en ayant fait vos études à Dakar, est-ce que c'est quelque chose qui a eu une influence sur votre action? Sur moi personnellement, j'ai failli être victime les premiers jours des événements. Parce qu'on m'avait pris pour un Sénégalais, étant donné que je suis guinéen. J'étais beaucoup choqué. Le fait qu'on rapatriait les Sénégalais, on tuait certains, on les malmenait dans la rue. Et on a fait 4 jours, nous les fonctionnaires noirs en tant que négro-africains, 4 jours à la maison, on ne pouvait pas sortir. On nous disait, si vous sortez, on va vous couper la tête comme les Sénégalais et les Mauritaniens. Donc pour moi, il y avait toute nationalité noire confondue. Et là, vous avez vraiment eu peur? Beaucoup même peur, parce que le premier jour des événements, j'étais dans la voiture avec le chauffeur. On a failli me lyncher, mais la seule chance que j'ai eue, j'étais avec le chauffeur, j'ai sorti mon badge des Nations Unies et ma carte également. On m'a dit non, il y a une dame, les dames qui étaient là-dedans, ils ont dit non, monsieur ne fait pas partie, lui il est du PNUD, il est des Nations Unies. C'est ce qui nous a sauvés. Le networking avec les autres organisations. Ok. Autocritiquement, je dois avouer que pendant les 5 ans que j'étais au Nicaragua, j'avais un bon contact entre ONG européens, mais aucun contact avec les Nations Unies. Et maintenant, je crois que ça c'était une grande erreur, pas seulement de mon ONG, mais de tous les ONG. Je crois qu'il y a une complémentarité totale qui pourrait s'exploiter dans les pays en nécessité. Et le jour que je retournerai dans un pays de tiers-monde avec volontaires des Nations Unies, j'espère, je vais faire un point de ça, de chercher le contact avec les ONG, faire descendre des barrières culturelles et de préjudices qu'il y en a entre les ONG et les Nations Unies, mais vraiment travailler à un programme commun. Et je crois que c'est possible. Et je crois même que Volontaires des Nations Unies, c'est le seul programme qui pourrait le faire, qui a la facilité de le faire, juste par leur proximité à la réalité. Le fait d'être volontaire me rapprochait beaucoup des populations et beaucoup des fonctionnaires locaux. Ils se sentaient, j'étais plus proche d'eux que ne l'étaient les experts, par exemple. The attitude that you have with local authorities is really is important, and you have as a foreigner. And it doesn't matter if you come from Europe, you come from Asia, Africa, or other countries of Latin America, in this case, but just you always have to work on this attitude. I mean, being humble is one of the most important things. You have to understand that of course you are there to accomplish your goals and to help people, but finally the most important thing is that when you leave, you have stronger local authorities and closer to the needs of people. So you have to work on them, even if it's something very difficult, even if in some occasions local authorities are the problems. But I would say that it's
it's really fundamental to try and have a positive attitude towards local authorities and being able to listen to them. You always, as a foreigner, you always have to learn so much when you are in a different country. Comment s'est fait pour vous le retour? Ouh. Je suis parti à Noël, je suis revenu vers Noël, il faisait très froid. J'ai eu un problème de... Pas un problème, c'est pas vrai. C'est des pays où le rapport aux gens a quelque chose de physique, de fraternel. On touche les gens, on les salue, on les embrasse, etc. Quand je suis arrivé ici, j'avais le sentiment... Déjà, j'étais très heureux d'être vivant, parce que c'est des pays où on peut mourir facilement, il faut le savoir. Hein, pour des raisons de maladie ou d'accident, il peut y avoir. Et ça a été un travail, je dirais, mental, moral, psychique, que j'ai dû faire les 3-4 premiers mois. C'était d'être très clair dans ma tête et qu'il pouvait y arriver ce qui pouvait arriver, c'est-à-dire le pire comme le meilleur, c'est-à-dire de revenir. J'ai eu très froid. J'ai eu froid socialement. Bon, j'ai retrouvé des amis, j'ai été accueilli, mais... et j'ai pensé énormément aux gens qui arrivaient du continent africain, qui étaient eux-mêmes africains et qui arrivaient ici. Et j'ai eu une pensée très forte pour eux et presque de compassion. Well, to become a volunteer is a decision to be made by an individual. It has its own implications, but you have to be motivated to serve. Your decision must be based on free will, as well as you must have the tools with which to have the necessary impact as you serve as a volunteer. What do you mean? You must have the knowledge and the skills you need to work to contribute to any situation for which you are serving as a volunteer. So for young people, for students who wish to volunteer, they must have this conviction. I can assure you all that not everyone has the flair to volunteer. You must have a conviction to serve, and serve relentlessly. The rewards are not in monetary terms. Any calculations of rewards in monetary terms does not contribute to the volunteer spirit. The reward cannot be measured. The reward is internal. The reward is the smile that you take away after volunteering. And that is the spirit that you have to have. That is the spirit you must aspire to have to become a volunteer. I have the fortunate opportunity to continue to work for the United Nations Volunteers. I encourage individuals and peoples all over the world to offer their services and to volunteer in their communities, in their schools, in their workplaces. And if you have the opportunities beyond your borders, just challenge yourself. And for me, I never regretted. And I believe if we do it well, we will never regret.